Bon bah, mes chers amis, je, je recommence. On était dehors, on était obligé de rentrer. Trop de vent. Et je n'aurais pas aimé parce que ça aurait fait un boucan pas possible sur le son. Donc on était en train de parler, oui, sur ton univers m'intéresse beaucoup. Parce que je me dis que dans l'imagination des hommes, quelque part, il y a quelque chose de vrai. Et vu que j'ai toujours une pensée, une recherche sur la Voie lactée, comment cette Voie lactée elle pourrait être gérée. Et je pense que, moi personnellement, je pense qu'elle est déjà gérée par on appelle ça d'autres civilisations actuellement. Parce que les amis ils savent, c'est que j'ai été témoin 5 fois dans ma vie. Je te raconterai. Une boule noire lumineuse. Une boule noire, elle n'était pas lumineuse. Et bien au-dessus de Giromont, un long cigare comme ça, mais énorme. Et donc, bon, ça, bref, le sujet n'est pas là. Mais ce qui m'intéresse, c'est ton univers à travers ton jeu de Warhammer, de comment ça se passe dans une galaxie. Alors, À travers le jeu, si on reprend vraiment l'univers du jeu, si une race extraterrestre tournait autour de la planète, ce serait tout sauf une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, toutes les races extraterrestres se méfient les unes des autres. C'est assez rare, ça arrive, mais c'est assez rare de les voir cohabiter ensemble. Et s'il y a cohabitation, souvent c'est plutôt un accaparement d'une civilisation par une autre, c'est-à-dire on va vous prendre sous notre aile, ouais. Tout va bien se passer, Oui. même si vous êtes... ça peut bien se passer, hein, mais après c'est vraiment... on va vous prendre sous notre aile, mais un peu comme nous, on a fait en arrivant sur Terre, en fait, sur les autres civilisations, c'est-à-dire on vous donne notre culture, on vous donne et on efface votre culture, enfin une partie, pas forcément tous, parce que là on est sur des races extraterrestres différentes, donc forcément si une race extraterrestre par sa nature est entre guillemets cannibale, c'est-à-dire a tendance à se dévorer entre eux, parce que ça fait partie de leur biologie et leur façon d'évoluer, ils ne peuvent pas décemment leur en empêcher, même si ça va les dégoûter. Enfin, je ne sais pas si tu vois la nuance. Ah d'accord, c'est par rapport à leur moralité. Puis non, leur biologie, là, on est vraiment sur... je parle vraiment de... Et leur nature. Parce que la seule race extraterrestre bien connue de l'univers de Warhammer qui a tendance à s'accaparer d'autres races extraterrestres, c'est ce qu'on appelle les taux, qui vont parler un peu de ce qu'on appelle le bien suprême. Et ce bien suprême, c'est une civilisation où tout le monde est à sa place. Ouais. C'est-à-dire tu nais guerrier pour être guerrier, tu nais pour être un diplomate, tu nais pour être un ingénieur ouvrier, ou tu nais pour être un dirigeant. Et chacune de ces castes va avoir des différences physiques. C'est-à-dire que le guerrier va être un peu plus costaud, bien que le taux de base soit moins costaud qu'un être humain. C'est aussi quelque chose qui m'a amusé dans cette race extraterrestre, c'est qu'on se retrouve sur une race qui est très développée technologiquement, mais qui est une moins bonne vue et qui est moins rapide qu'un être humain à la base. On nous représente toujours les races extraterrestres dans le cinéma, dans l'imaginaire, comme des plus forts que nous. Ouais. Là, non. Ils vivent moins longtemps, ouais. Ils voient moins loin, ils sont moins forts. Pas non plus des nains, mais ils sont moins forts en moyenne, et ils sont moins rapides qu'un être humain. Pourtant, ils ont une technologie et une poussée technologique que les autres races n'ont jamais eue. C'est la technologie qui leur sauve pour qu'ils soient supérieurs à d'autres êtres. Comme nous par rapport... C'est ce qui est marrant, parce que dans Warhammer, pour moi, ça peut nous donner des idées logique, ce qui pourrait nous attendre si un jour on prend contact avec eux. Et ce que tu dis là, c'est vachement intéressant parce que moi j'ai eu beaucoup d'émissions et justement ils parlaient de ça, que ça peut pas être forcément une bonne nouvelle si un jour on prend contact avec eux. Et c'est vrai, quand tu me parles de ça, j'ai toujours pensé à ça aussi, parce que
ils sont forts, mais c'est par leur technologie. Nous, on n'a pas de technologie, forcément, on utilise énormément plus de muscles. Hein, si on doit prendre une bourrette de 100 kilos, on le prend, voilà. Mais eux, pour eux, ça peut être, c'est horriblement lourd. Il leur faut des machines pour attraper la bourrette et puis simplement des intelligences artificielles et des drones prévus. Voilà. Donc quelque part, ouais, ça les rend. Ah ouais. Alors ça, c'est trop ça. Imagine toi. Imagine. Je fais un petit film vite fait. Ils envahissent la Terre. Ok. On les combat. Et puis, manque de bol, toute leur technologie tombe en panne parce que je ne sais quoi. Et ils se retrouvent à continuer le combat, mais avec leur force physique qu'ils ont naturellement. Nous, on leur fout des baffes et ils s'étalent comme une crête, quoi. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Parce que si on parle vraiment, par exemple, de l'Empire Tau, ils ont un défaut. Les humains ont un défaut que les taux n'ont pas. C'est-à-dire que les taux ne se rebellent pas et marchent sur une cause commune en règle générale. C'est pas des fourmis, mais il y a très peu de divergence d'opinion parmi les taux. Tu veux dire, ils ont l'intelligence avec le nombre. En fait, c'est pas l'intelligence avec le nombre, c'est-à-dire que ce qu'ils appellent les éthérés, ceux qui sont dirigeants, on va les écouter, comme si c'était des dieux en fait. D'accord. Et là où les êtres humains ont tendance à se chamailler le commandement, eux, ils n'auront pas ce souci. Puis quand tu as parlé de dire d'une espèce extraterrestre, en fait, simplement qui arrive sur Terre, qui fait un bond spatial d'une galaxie à l'autre, ou d'un système solaire à l'autre, ils arrivent et que ça tombe en panne, ça fait bizarre quand même. Hein. Ça serait quand même vachement étrange. Hein. Ouais, mais après, c'est déjà arrivé, il y a déjà eu des accidents, Roswell. Et apparemment, ils disent que on va appeler ça une soucoupe volante parce que c'est nul. Leur vaisseau spatial est tombé en panne et puis ils se sont crachés dans le désert. C'est peut-être qu'ils ont. Ça peut arriver. Nous, on achète une voiture d'occasion, on va peut-être dans notre vie avec ces voitures, on a 4-5 pannes. Mais eux, ils vont peut-être une panne tous les 100 ans. Partons du principe que Roswell, voilà, il y a eu un accident. Ouais. Ok, on accepte ça. C'est un vaisseau qui a eu un accident. D'accord. D'accord. Ouais. Pas une flotte d'invasion. Non. Et comme je te parlais, ouais mais c'était un petit film vite fait là. C'est ça. Mais après, il faut aussi se dire que, on va dire, je te dis, le soldat taux est plus faible en moyenne. Enfin, le taux est plus faible en moyenne qu'un être humain. Mais ça veut dire que le soldat taux sera plus fort qu'un être humain en règle générale lambda, mais plus faible qu'un soldat entraîné. Parce qu'il ne faut pas confondre quelqu'un qui est entraîné à se battre et nous. Parce que je pense que après, même si certains peuvent mieux s'en sortir que d'autres, je pense que voilà, quelqu'un qui est entraîné à se battre. C'est-à-dire que si on va le mettre face à un soldat... Ce sont les machines. Oui, ils sont entraînés à se battre, ils savent se battre sans les machines quand même. Ah oui, quand même. Oui, c'est pas ils sont... C'est-à-dire si on les met face à un soldat humain, à poil, en règle générale, il se fait éclater. Mais face à un civil, non. C'est bien sûr. Oui, bien sûr, si l'autre il n'est pas appris, il va se prendre une bonne baffe. Même si l'autre en face il est un peu plus petit, il est un peu plus. Mais voilà. Il s'est passé des coups bien qui fait mal. Voilà, puis il a ça va vite. Il a quand même son couteau, son machin, enfin il a quand même son. Avec les mains, tu peux tuer quelqu'un. Oui. Ah ouais. Même avec un caillou. Hein. Oui, on a beaucoup d'imagination. Quelqu'un avec une allumette aussi. Affûté, pas un bout. là où il faut, toi c'est ici, je crois. T'as le cerveau. Oui, il y a plusieurs endroits. Après, il faut être pas une Shaolin parce que eux, ils arrivent à attraper un petit truc, puis avec la force qu'ils ont, j'ai vu ça, ils plantent ça dans l'arbre et planter. Ouais, je sais pas, mais je pense que. J'ai vu des vidéos. Oui, non, peut-être c'est des facs. Non, mais je sais pas ça. Je sais pas dans le sens où il n'y a pas besoin de ça pour. Oui, d'accord. Je dirais. C'est comme j'expliquais un peu à mon fils, en parlant de la réalité, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu pourras avoir besoin d'un pistolet? C'est vrai ça. C'est parce que ton voisin te menace et pourrait avoir un pistolet. Mais si le pistolet n'existait pas, tu n'aurais jamais besoin de pistolet. C'est ce qui fait l'obligeance d'avoir une arme, c'est l'existence même de cette arme. Mais si c'est pas dire que tu es sauvé, parce que si tu sais pas te servir de l'arme et l'autre il sait s'en servir, tu as déjà perdu le combat. Non,
tu as l'impression d'avoir une chance, c'est ça qui crée le besoin. Le besoin, c'est le fait de pouvoir d'avoir une chance de te défendre, c'est pas le fait de réussir. Après, bon, bah, l'autre, malgré tous ses entraînements, il a la malchance de s'en prendre une entre les deux yeux, quoi. Voilà. Ça peut arriver. Voilà, on appelle ça la chance du débutant. C'est dangereux, un débutant. Cette chance-là, on va en parler le jour où ça arrive. On ne parlera pas des 90 fois où ça ne sera pas arrivé. Ouais, justement. Oui, ça va pas se renouveler. Hein. C'est ça. Après la deuxième fois, c'est bon. Le gars, il dégage. Enfin, dire le débutant. Alors donc, oui, alors tu disais que... Oui, il y a un truc qui est passionnant, c'est que... qui vient de dire à l'instant, c'est qu'il y a une race de civilisation dans l'imagination de Warhammer. C'est que c'est vrai, c'est ça qui m'intrigue. Parce que j'essaye de faire comprendre, c'est que nous on a une moralité. Notre moralité nous permet à vivre tous les jours. Et c'est vrai qu'en nous, on a toujours une âme de chef. Et c'était un peu pour ça, nous les hommes, il y a un chef qui a été élu, mais il y en a d'autres qui voudraient reprendre sa place, qui peut le faire. Tandis que là, avec la civilisation que tu es en train de me parler, ils ne cherchent pas à comprendre. Il y a un leader, on suit le leader. C'est ça. Là, ils ont une autre moralité. Et c'est ce qui fait leur force. Mais je suis aussi persuadé que l'être humain, il y a beaucoup d'êtres humains qui ont des âmes, entre guillemets, de chef, mais il y en a aussi beaucoup qui ne l'ont pas. Qui ont simplement envie de se faire oublier. C'est seulement que la personne qui a l'âme de chef va se mettre naturellement en avant. Donc c'est elle qu'on va voir. Alors ceux qui vont se faire oublier, ils cherchent un chef, en réalité, pour savoir ce qu'ils doivent faire. Pas forcément. Non, pas forcément. Tous les êtres humains ne cherchent. Tu cherches un chef? Bonne question. Attends, tu te retrouves là en forêt avec. C'est vrai, non, mais tu te retrouves en forêt avec 10 personnes. Pas de civilisation, plusieurs kilomètres aux alentours. Ouais. Est-ce que naturellement tu vas donner conseil ou naturellement tu vas essayer de prendre le leader? Je crois que je vais suivre celui qui cogite le mieux et que j'aurai plus de chances que le groupe s'en sort. Donc dans ce cas-là, je l'épaule. Donc voilà, donc l'être humain ne cherche pas forcément à être le chef. Sauf s'il est con, là, j'ai essayé de prendre le dessus. Il y a juste une partie. Il y a des gens qui ont envie d'être chef, et des personnes qui ne l'ont pas envie. C'est pas parce qu'une personne n'a pas envie qu'elle fera un mauvais chef, c'est pas parce qu'une personne a envie qu'elle fera un bon chef. Ça, c'est la complexité des rapports sociaux. Il y a plein de films comme ça, c'est les films de survie après les catastrophes. C'est ça que j'aime bien, ces films-là. Alors, c'est pas la catastrophe, tout s'écroule. Ça, je m'en fiche un peu. Mais c'est que on est amené à plus avoir de savoir quoi faire le matin pour se lever. Là, actuellement, il faut qu'on s'aide, il faut qu'on travaille, il faut qu'on ait une fiche de paie, il faut qu'on paye l'impôt. Mais si un jour tout s'écroule, est-ce que, comme dans Koh Lanta, mais c'est pas tout à fait ça. Ce Koh Lanta, c'est plutôt plus vicieux, c'est pas le naturel de l'homme, je trouve. C'est que, alors, je m'y perds un peu, excuse-moi. C'est que le jour, quand il y a un groupe, donc la solution, c'est qu'on essaie de mettre une harmonie dans le groupe pour qu'on se tire d'affaire, pour qu'on puisse vivre. C'est parce qu'on a encore, je pense, une vision très société. C'est-à-dire qu'on est dans une société de 10 milliards d'individus. 9, 7, je ne sais plus combien on est dans le monde, on doit être à peu près 7. Et qui regroupe plusieurs grandes communautés de 70 millions d'individus pour la France. Mais encore en réalité, nous, il faut qu'on apprenne à vivre, et encore c'est tout naturel pour nous, c'est par tribu, je pense. Donc tu vas retourner plutôt à un système tribal, c'est-à-dire des groupes de 10 à 500 individus, et après les choses vont se faire au jour le jour. Alors, le truc, c'est que tu as pris l'exemple sur moi, c'est intéressant. Alors, je vais essayer d'être le laboratoire. C'est qu'il y a aussi il y a quelque chose qui va me rebuter si, imaginons que ce monde s'écroule et puis qu'on doit se serrer les coudes. Et oui, je l'épaulerai si la personne, même qu'elle soit plus jeune que moi, ou que ce soit même une femme, je l'épaulerai. Puis je dis, tiens, elle cogite bien, avec elle, on aura plus de chances de vivre. Mais par contre, avec elle ou avec lui, mais par contre, il y a un truc qui va me rebuter parce que j'ai quand même acquis une moralité qui est de l'enfance.
Et si je vois que le chef il commence à déraper, et puis que, je ne sais pas, on se met à se battre avec une autre tribu qui est plus belliqueux, c'est-à-dire que, comme tu dis, moi j'appelle ça une tribu cannibale, plutôt qu'elle s'en sort, elle cherche des autres tribus pour les bouffer, pour prendre tout ce qu'elle a. Voilà. Mais si je vois qu'elle, après, ou lui, il donne l'ordre de tous une fois prisonnier, imaginons, c'est un film, et puis qu'on doit leur couper la tête, là je crois que je ne vais pas la suivre. Mais par contre, oui, le neutraliser et puis essayer de qu'il fasse plus de mal. On va savoir comment ça va se passer, parce qu'on va repartir sur quelque chose d'un peu plus réaliste, c'est-à-dire tout ce qui est secte, etc. Parce que là, on va retrouver cet aspect tribal, en fait, malgré que la société ne soit pas effondrée, où la loi et les ordres deviennent quelque chose de beaucoup plus petit. Et du coup, le fait de ta hiérarchie ne va passer au-delà de la loi, au-delà de ta moralité. Même si parfois, je ne dis pas que tu vas réagir comme ça, je ne dis pas que je réagirai comme ça. En fait, on ne sait pas comment on réagirait. Quand on voit certaines expériences de moralité comme Milgram, en fait, je ne sais pas si tu vois qui c'est, l'expérience de Milgram, très connue sur Internet. Oui, je me rappelle. C'est des personnes qui électrocutent les autres. Oui, c'est célèbre cette expérience. En fait, en fonction de ta hiérarchie, etc., ta moralité risque de changer. Après, tu peux dire, certaines personnes vont aller à l'encontre naturellement de ça. D'autres, non. Mais je ne serais pas capable de dire si j'irais, moi, à l'encontre de ça, vu que je ne l'ai jamais vécu. Alors, j'explique. Donc, ça s'appelle ce que tu viens de dire, le nom. L'expérience de Milgram. De Milgram. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont mis un acteur derrière une vitre sans teint. Et ils ont pris quelqu'un, donc involontaire par annonce, donc il devait être payé pour une journée, et il devait lire un questionnaire à l'autre personne qui était le côté de la vitre sans teint avec des électrodes. Et donc je reviens avec l'autre personne qui lisait le questionnaire, et elle devait appuyer sur un bouton dès qu'il donnait une fausse réponse. Et par contre, elle devait augmenter à chaque fois l'intensité de l'électrocution. Voilà, ça commençait du 12 volts, bon j'étais à rien, après c'est du 48, et c'est passé à 110 et je sais plus, ou 300. En fait, il y en a eu plusieurs personnes, mais la personne n'était pas vraiment électrocutée, et de l'autre côté. Non, c'est comédie. Et on était vraiment sur l'influence et de la hiérarchie, de l'autorité, ça y est, j'ai trouvé le mot, sur nous, sur l'être humain. Et il y a eu peu de... Oui, vas-y. C'était... Non, si tu voulais, je crois que dans les années 60, 70, quand ça a été fait, il faudra vérifier, parce que j'ai rien préparé du tout. C'est pas grave, non, il y avait à peu près 30% des gens qui refusaient d'aller plus loin. Mais 30% des gens, ça veut dire qu'il y a 70% des gens, c'est énorme. Et je crois qu'il y en a qui a dépassé jusqu'à 300 volts. Si c'était une réalité, l'acteur serait tué. il serait décédé. Oui, mais au final, cette réponse à l'autorité, on ne va pas la critiquer envers une personne parce que c'est simplement notre façon de fonctionner, c'est notre façon que notre cerveau a fonctionné. Et il y avait donc l'autorité, je me rappelle, donc il y avait la personne qui était donc le cobaye en quelque part. C'est lui qui a été choisi et puis pour faire ce boulot-là. Et il y avait l'autorité, il y avait un monsieur assez sévère en blouse blanche. C'est ça. Il dit faites-le, mais faites-le. Il dit appuyez sur le bouton. Il disait souvent vous avez été engagé pour ça. La personne en face est consciente de ce qu'elle fait. Voilà. Vraiment. Vous devez le. Voilà. C'est pris à la fin. Par contre, quand on retire la figure d'autorité à côté de la personne, les chiffres descendent d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de personnes qui vont jusqu'à des doses électriques. Donc, dans les 70%, il y a des personnes qui ne cherchent pas trop à savoir et qui oublient les ordres, voilà, simplement, quoi, je veux dire, et devant une autorité. Donc, comme tu parlais des gens qui ne cherchaient pas à savoir ou qui s'effaçaient, c'est un peu ces personnes-là. Mais alors, c'est pas une critique en quelque sorte, mais moi je dis qu'il y a des gens qui. La personne qui a fait ça, elle n'était pas mauvaise. Elle exécutait les ordres, mais quelque part, elle n'avait pas ça.
assez de force de caractère pour dire non, je refuse, j'arrête. Et c'est parce qu'on si on a cette force elle de l'a caractère pas ou fait. Bah, elle ne l'avait pas parce Oui. qu'elle aurait pu contrer Je veux dire, l'autorité. même nous, on ne peut pas savoir si on a cette force de caractère ou pas. Parce que l'expérience de Milgram, elle est intéressante parce qu'elle elle est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit. Excusez-moi. Je me surpose. Non, mais c'est juste que je coupe. Ouais. Pardon. La Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'horreurs qui se sont faites. Et bah, ces horreurs, il a fallu que des gens les perpétuent. C'est pas Hitler qui a tout fait lui-même. Non. Du coup, c'est un moyen de prouver, de par l'autorité, jusqu'à où un être humain peut aller. Parce que même si cet être humain est bien pensant, de par du fait qu'il soit dans une communauté et par la façon dont on va lui bourrer le crâne, en fait, jusqu'à où il peut aller. Après, bon, moi j'ai fait des études que tu sais, je ne fais pas trop la publicité, et dans ces études, ça étudie beaucoup la psychologie des gens. Et je sais plus, excuse-moi, c'est passé, c'est pas grave. ça m'arrive. Et donc, non, ça ne reviendra pas, c'est pas grave. Donc, c'est pour ça que j'aime bien de parler de ce genre de choses, parce que, justement, après, notre attitude, elle n'est pas unique sur cette galaxie. Je rappelle que cette galaxie, pour moi, je suis persuadé, j'étais témoin, je ne pense pas que ce soit comme on avait dit, des appareils militaires. Je pense que les appareils militaires, j'aurais déjà dit à mes amis, et les militaires n'ont rien à foutre de s'arrêter pour m'observer. je suis une personne lambda qui voit que les militaires, après leur journée de travail, ils vont à leur centre commercial pour faire des courses, ils en voient partout des gens comme nous. C'est ressemblable. C'était dans le ciel. Hein, oui, dans le ciel. Oui. Donc dans le ciel, c'est pas forcément proche. Donc, c'était à 400 mètres. Après, je sais pas, ça dépend de la taille, du machin. Si, c'est des nuages qui étaient à peu près 400, à peu près 400 mètres, 500 mètres. Je peux te dire parce que j'étais au terrain d'aviation et les nuages d'hiver qui sont bas, j'étais étonné. Je suis monté dans un avion. Il y a un monsieur qui me fait faire un tour gratuitement, sympa. Et j'étais étonné, parce que dès qu'on était lancé, c'était un avion, un bimoteur, un avion hélice, tu vois. Dès qu'on a été lancé sur la piste de décollage et puis qu'on a commencé à pointer l'avion vers le ciel, bah, tout de suite on est rentré dans les nuages. Je dis, oh la vache, ils sont vraiment bas les nuages. Moi qui imaginais que les nuages étaient beaucoup plus loin, ils étaient à 500 mètres, Moi, je peux te dire que c'était un nuage de 500, à peu près l'altitude de 500 mètres. Et la boule, elle devait faire, je pense, 1m20, 1m50. Ouais, mais attends, il n'y a pas d'hélice à rien, stable. Et elle tournait tout doucement. Elle a duré 5 secondes. Elle est rentrée dans un petit nuage. Elle n'est jamais ressortie. Donc, c'est pour ça que je te dis que moi, je suis persuadé qu'il parle de 70... alors, ça, c'est ce que j'entends dans les émissions et les témoignages. Je ne peux pas être certifié si c'est vrai. Mais il y aurait 70 espèces différentes qui rendent visite la Terre. Et donc, dans ces espèces, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle donc de psychologie humaine. Tu es en train de me parler. On peut peut-être imaginer leur psychologie à eux, qui peut être différent à la nôtre, comme tu viens de dire. Et il y aurait peut-être des espèces où, justement, ils font ce qu'on leur dit. Il y a l'espèce en bas, sous-espèce, et puis il y a l'espèce qui donne les ordres, qui est tout en haut. Mais on reste sur des espèces qui ont une volonté d'expansion. Voilà. Et certainement, on ne le sait pas, mais la planète, c'est leur propriété. Attends, on leur appartient. Tu te rends compte? Je suis pas convaincu, j'arrive pas, j'ai un peu de mal moi personnellement. Là, je suis vraiment dans mon personnel. Vas-y. À m'imaginer qu'il y ait 70 espèces extraterrestres qui nous rendent visite sur Terre et qu'il n'y ait pas. Ça soit pas le bordel. Parce que c'est énorme. 70 espèces extraterrestres, donc ok, on a ce principe. C'est-à-dire qu'il y a toute une chaîne d'individus qui peuvent passer d'un point A à un point B. Alors peut-être que cette espèce extraterrestre-là, elle se comporte très bien. Mais sur 70 espèces, tu veux dire qu'il n'y en a pas une qui ferait pas des conneries? Je pense que, justement, j'ai pensé à ça parce qu'il y a des trucs qui est déjà arrivé.
il y a eu des enlèvements. Ils ont trouvé, alors ça passe rarement aux informations parce qu'ils ont peur qu'on soit paniqué. Même en France, il y a eu 2 personnes qui ont été retrouvées avec des organes manquants. Je pense que, comment on appelle ça, je ne me rappelle plus. Ceux qui passent à travers de la douane, ce sont des contrebandiers. Je pense qu'il doit exister des contrebandiers. Je pense, comme tu viens de dire, il y a une je te dirai après. Il doit y avoir une espèce dominante qui a de se dire ici c'est la terre, c'est une propriété, vous pouvez la visiter. Leur demander des autorisations. Pourquoi? Pour expérience scientifique, tu vois. Alors, mais vous ne devez pas vous faire voir pour ne pas perturber cette espèce qui est primitive. Il y a forcément dans l'univers, il y aura toujours un dominé et un dominant. Ouais. C'est ce que tu es en train de me dire. Et souvent, le dominant, c'est celui qui cherche à dominer, c'est ce qu'on avait dit. Oui, mais il y a eu des traces au Moyen-Âge. Un matin, il y avait un combat dans le ciel. Et ça a été peint sur un tableau. Je peux te le donner. Oh, tu sais, j'en ai tellement d'émissions sérieuses. Et donc, il ne faut pas que je me perde. Oui, alors donc, oui, ça peut être arrivé qu'il y ait des combats, mais certainement pas. Alors, vu qu'ils ont une technologie tellement avancée, peut-être que le combat va durer 10 minutes, puis l'autre va dire ok, d'accord, tu as raison, on fait ce que tu dis, ils doivent trouver un compromis. Je pense pas qu'ils sont assez primitifs comme ça se passe actuellement en Ukraine, où ils vont balancer toute la sauce, jusqu'à temps, même M. Poutine a en crevé. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'ils ont quand même un côté raisonnable et qui s'aperçoit que celui-là, il va être un dominant, ils vont essayer de trouver un compromis. Voilà ce que je pense. Après, il est possible que à la frontière, qu'il y a des extraterrestres pour une histoire d'échange. Moi, je pense que le commerce, nous, on commerce, on échange, le commerce, c'est pas l'argent, mais on échange du blé, un tonneau en alu, n'importe quoi, une roue de secours, faut le dire à un autre. Eux, l'échange, c'est universel, ils doivent le faire. Alors, pourquoi ils prennent des organes sur des vaches et trucs comme ça? C'est simplement parce qu'ils voient qu'il y a une espèce, il y a du vivant sur cette planète qui s'est adapté à travers le temps. Et à l'intérieur de nous, on a des sortes de formules biologiques. Et c'est pour ça qu'ils enlèvent un rein ou un intestin, ou je sais pas quoi, la langue, parce que ils retrouvent des cadavres de vaches comme ça découpés. C'est pas le plaisir de tuer, c'est simplement le plaisir de prélever un organe et après de le dupliquer, de revendre le brevet. Par exemple, pour eux, trouver une autre méthode d'un fonctionnement d'une langue. Et après, ils pourraient l'adapter sur autre chose. Faire, je sais pas, une langue qui peut être dans leur industrie pour créer des matériaux, des trucs comme ça. Ou ça peut être aussi, comme dans Warhammer, justement, que tu vois, j'ai bien regardé, il y a des personnages où ils ont plus rien d'humain et ils ont des jambes robotisées, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est pour ça qu'ils prélèvent sur notre planète pour savoir, pour acquérir, pour faire une copie du fonctionnement des organes qu'il y a sur cette planète. Donc pourquoi ils ne se contenteraient pas de conserver simplement l'individu? Ça ferait moins de traces. Parce que s'ils ne doivent pas laisser de traces, d'accord, ouais. Il suffirait de choper un individu et de le faire disparaître. Bah oui. Pourquoi le renvoyer? Ouais, parce qu'en plus de ça, ça fait des preuves. Forcément que je pense qu'il y a une entité, une civilisation qui est dominante, qui a dû déclarer ici c'est notre propriété, on n'y touche pas. Donc c'est un peu comme un zoo où tu vois à la forêt du Congo, il y a des animaux qu'on ne doit pas y toucher, qui ont en voie de protection. Ils ne rentrent pas dans la forêt de temps en temps, mais à l'extérieur, ils filtrent les gens qui rentrent dedans pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Donc eux c'est un peu ça. Ils ont une frontière et ils ne veulent pas que les autres civilisations rentrent pour faire n'importe quoi ici.
J'ai une autre question bizarre. Hein. Allez, vas-y, balance. Pourquoi le SETI verrait rien aussi? Parce qu'ils ont moi je pense qu'ils ont une technologie tellement supérieure qu'ils arrivent à pas être visibles. Parce que moi, quand j'ai vu l'engin qui est rentré dans le nuage, et je sais que ces engins-là, ils ne sont même pas détectables au radar, ou quelquefois ils sont détectables. Alors, j'ai déjà eu plusieurs émissions, des témoignages de militaires. Ils ont apparu sur le radar, ils ont disparu. Ils ne sont rien apparus. Et pendant ce temps-là, il y a le pilote qui avait visuellement l'engin. Il dit l'engin est toujours là. Et l'autre, l'opérateur radar, dit non, je ne l'ai plus sur le radar. Et à ce coup, ça réapparaît. Je crois que j'avais déjà vu quelque chose comme ça en émission. Et il y a longtemps. Mais ça, il y a encore un autre truc aussi que je peux te dire. Oui, vas-y. Non, j'avais déjà vu ça, quelque chose il y a longtemps, mais c'est qu'on est toujours sur du témoignage en fait, ce qui va poser problème. On n'a que ça. On ne peut pas faire autrement. Ça sera. Moi, personnellement, il y a beaucoup de personnes qui demandent on veut des preuves. C'est impossible d'avoir des preuves. Pour avoir des preuves, il faudrait qu'on ait la même technologie qu'eux. On les chope. Même technologie, non, pas forcément, mais bon, il doit y avoir quelque part des traces d'énergie, même si on ne peut pas les détecter, des traces de communication, des traces. Il y a. Alors le problème, c'est que il y a beaucoup de choses qui est emmagasinées dans un endroit, dans des pays ou aux États-Unis, qui a des témoignages. Tout ce que tu dis là, ils l'ont, mais ils ne veulent pas que ça soit divulgué. Parce que peut-être que là, je pense qu'ils sont en train de lâcher un petit peu, parce que maintenant, les Américains, l'armée américaine, les générales, parlent d'OVNI, sans problème maintenant. T'es pas au courant? Moi, de toute façon, je ne suis pas trop les actualités. Des fois, je me renseigne, je vais lire des articles, des machins, des droite à gauche, mais j'avoue, je ne suis pas trop l'actualité des OVNI. Je t'enverrai une vidéo que nos amis doivent connaître, où ils ont suivi, ils appellent ça un TikTok, tu sais, le bonbon. Tic-tac. Un tic-tac, ça s'appelle ça. C'est une gélule, c'est grand comme une voiture, et il était poursuivi par des avions de chasse. Et c'est passé, c'est passé aux États-Unis. Apparemment, je pense que c'est quelque chose qui est très sérieux. C'est difficile chez nous parce que le mensonge règne chez nous, c'est incroyable. Enfin, je crois que le mensonge doit être universel. À partir du moment où tu crées quelque chose sur une base de témoignages, il y a forcément des témoignages qui vont se rajouter par-dessus. Qui en partant d'un autre sujet, parce que ça a été plus ou moins prouvé, tu as déjà entendu parler de l'auberge rouge. Quelle est l'image que tu as de l'auberge rouge? Ce sont des personnes qui détroussent les clients et puis qui les font disparaître par meurtre. Ouais. Sauf qu'en réalité, si tu regardes bien les enquêtes, on parle de vampires, on parle de loups-garous, ce sont des témoignages rajoutés par-dessus des témoignages. Ah oui, ça fout la merde. Et on n'est même pas sûr que l'auberge rouge, en fait, ils étaient coupables. Parce qu'il y a vraiment eu une enquête. Mais on n'était même pas sûr qu'ils étaient coupables. Et ils ont trouvé un mort. Un peu plus loin, et de par les témoignages, on s'est dit c'est eux. C'est juste une histoire qui se rajoute sur. Et voilà, c'est pour ça que moi, comme je te dis, que vu ça fait 5 fois que j'ai eu. Donc je suis témoin de 5 fois. Le premier, c'est avec Marc, tu te rappelles. Et là, je peux te dire, vu que tu le connais très très bien, il y a quand même quelque chose. Mais je suis persuadé que tu as vu quelque chose. Ah putain, ça fait combien de temps que j'en parle? Oui, je suis persuadé depuis que tu as vu quelque chose. 1990. À savoir si c'est un extraterrestre, ça je te dirais pas oui, ça pourrait être. Marc, il a vu le vaisseau spatial. 10 millions de choses différentes. Il a dû être construit par quelqu'un. Oui, non, bien sûr. Mais comme on s'est dit, d'après ce qu'il m'a expliqué, il taille, je sais pas, 200-300 mètres. Oui, 200-300 mètres, ça veut dire au-dessus de Rémi. Ah ouais, Rémi, ils ont été dans l'ombre. Ouais, il aurait fallu, il serait vu de loin. Il était très très bas. Il a dû être vu de loin. Parce que quand la chose s'est passée, ça tu dirais, je sais pas, Marc m'a dit, il restait là-haut, il demande à Marc, il dit, je sais pas pourquoi, je ne peux pas te dire combien de temps. Et on avait fait le calcul, et il y a un trou de 30 minutes. Il dit, mais quand je suis arrivé du boulot, il me dit, il y avait ça, et après je t'ai appelé. Et je dis, ouais, mais moi quand je l'ai entendu, il était cette heure-là. 19h à peine.
Et Marc, il dit, ou 18h, pardon. Et Marc, il dit, non, moi je rentre et j'arrive à Rémy à 5h30. Je t'ai appelé. Il dit, attends, je me rappelle que je regardais à la montre, il était 18h. Et toi, tu me dis qu'il est 5h30. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et je fais, il dit, alors là, si tu lui parles, ça le trouble. Hein. Il est troublé. Franchement, je vois sa tête, il comprend pas. Et... Je sais plus, je crois pas. Oui, tu parles du fait qu'il était troublé par ce qu'il a vu en fait. Oui, on parlait de preuves, voilà. Donc on a discuté avec Marc. Je me suis dit, c'est un engin militaire d'aviation balèze, parce que le truc, aucun bris est stable, pas d'hélice, pas de réacteur, pas de coup de vent. J'ai dit, attends, si une armée produit un truc comme ça secret, il va pas s'amuser à se balader partout avec pour dire regardez les gars, c'est un peu con là, c'est la grosse connerie. Non, puis même, je sais pas combien mesurait ton engin, mais si on parle pour maintenir quelque chose en l'air en état d'atmosphère, ce qui n'a pas la tête d'un avion, qui n'a pas d'hélice, rien, en termes de physique, c'est compliqué. En termes d'énergie, de physique, etc., c'est compliqué. Il y a des avancées là-dessus. C'est Jean-Pierre Petit, là il est en train de lancer tout le monde, il est en train de réussir. Il parle de matière négative. Oui, il n'y a pas que lui, j'en ai déjà entendu parler. Il y a eu des expériences. C'est la matière négative, c'est une théorie normalement. Parce qu'en fait, les physiciens, quand ils font leurs calculs, qu'ils essayent par exemple Einstein, etc., Einstein a rajouté une constante dans sa théorie de la relativité. Parce qu'il a remarqué qu'avec cette constante, ça marchait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je parle d'une constante dans une équation. C'est-à-dire qu'il a besoin de ce chiffre pour que son équation fonctionne. Et du coup, il y a eu des théories ensuite sur de la matière négative ou de la matière noire. Comme quoi l'espace ne serait pas vraiment vide, mais qu'elle serait remplie de cette matière. Ouais. Elle n'est pas visible. De toute façon, ils ont trouvé... Alors dans les calculs, ça fonctionne bien. Et jusqu'à maintenant, moi ce que j'en sais, ils n'ont trouvé aucun moyen de la détecter, de la prouver, ou de voir même ce que ça pourrait être. Le truc, je pense que s'ils veulent aller chercher cette matière à travers le cosmos, c'est énorme. Et apparemment, c'est une matière qui est située dans un endroit dans l'espace et c'est elle qui est responsable des déplacements des galaxies. Il y a des galaxies qui se repoussent ou qui s'attirent. Il y a des endroits où ils ont pour voir comme dans la galaxie, pour expliquer le positionnement de certaines planètes, ils ont besoin de ça pour l'expliquer. Voilà. C'est ce que j'en sais. Sans vouloir être sûr, hein, mais c'est ce que j'en sais. Mathématiquement, ils sont sûrs, mais ils n'ont pas la matière entre les mains. C'est ça. Voilà. Ils ne sont pas sûrs mathématiquement, mais ça rentre dans leur calcul. Voilà. Sinon, ils n'arriveront pas à expliquer. Sinon, on n'appellerait pas ça une théorie. Ouais, c'est ça le problème. Et donc, lui, Jean-Pierre Petit, il dit que c'est possible de fabriquer cette matière négative. Il en parle. Il faudrait que je te l'envoie si tu as le temps, mais tu n'es pas obligé de le regarder. Moi, je te l'explique. Et il a lancé beaucoup de scientifiques là-dessus. Et apparemment, c'est beaucoup de jeunes scientifiques parce qu'ils ont des problèmes avec les scientifiques qui sont plus âgés et plus butés. Qui disent non, ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Enfin, bon, ça c'est une qualité française, hein, parce qu'aux États-Unis, qui ont un esprit, ou d'autres pays qui ont des esprits assez larges, eux, ils le conçoivent, ils cherchent. Je pense que quand on parle de scientifiques, s'ils te disent, peut-être pas tous, mais s'ils te disent non, machin, c'est pas forcément qu'ils sont butés, c'est qu'ils ont leur raison, ils ont une bonne raison de croire, parce que je pense que le scientifique, celui-là qui cherche, par exemple en astronomie, ça doit être quelqu'un de rêveur. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été vers l'astronomie, les sciences de l'espace, parce qu'ils veulent découvrir de la vie, parce qu'ils veulent prouver que ça existe au-delà du témoignage. Donc, dire non, eux, ils veulent pas croire. C'est comme, c'est pas qu'ils veulent pas croire, c'est qu'ils n'ont pas de raison de croire. Oui, je comprends. Et quelque part, c'est aussi, j'ai déjà pensé à ça, et quelque part, c'est des gens qu'on en a besoin pour pas que ça dérape. De toute façon, quand quelqu'un va donner un postulat scientifique ou faire une étude scientifique,
un scientifique, un groupe de chercheurs vont faire une étude, l'étude ils vont la valider, mais c'est pas parce qu'on va te dire dans les médias, oui alors tel scientifique a validé cette étude, donc voilà, non, cette étude elle va être faite et refaite partout dans le monde. C'est ça qui fait en fait que la science fonctionne, c'est que c'est faut refaire, retester, recommencer pour être sûr que ça marche. Un jour, on va vous dire ça fonctionne, et le lendemain, les chercheurs, ils comprennent rien. Regardez, ils disaient que ça fonctionne, maintenant ça fonctionne plus. Non, c'est parce qu'on vous dit que ça fonctionne, mais après, il faut que ça soit refait partout pour voir que il n'y a pas eu une erreur, il n'y a pas eu quelque chose. C'est de la rigueur, c'est du recommencer, voilà. C'est obligatoire parce que bon, on a donc un défaut, nous humains, c'est que, pas nous, mais enfin dans l'ensemble, c'est qu'il y a trop de personnes qui vont abuser et de mensonges et puis ou se tromper. Ou de se tromper, ou trop d'ego puis qui ne veut pas l'admettre qu'il s'est trompé. Ça dépend, des fois ils vont pas l'admettre, des fois ils vont l'admettre, ça dépend des personnes. Donc ouais, ça fait un autocontrôle. Mais ce que j'aime pas, moi, dans les scientifiques que j'ai entendus français, je sais pas si c'est pareil, c'est qu'ils ont mis carrément des bâtons dans les roues à Jean-Pierre Petit, il en a souffert, et qui ont tout fait pour l'arrêter. Alors, moi je dis qu'ils ont, même Jean-Pierre Petit, il le dit, ouais, je veux bien qu'on me dise que je dis des conneries, des trucs comme ça, il veut bien. Il dit qu'on s'explique sur un tableau noir, voilà. Mais de là, ils ont essayé de saboter sa carrière, ils l'ont mis je ne sais où, je ne sais plus, dans un bureau, donc on appelle ça un placard, un bureau placard, parce que je veux dire, il l'a mis dans un endroit et... Je ne connais pas Jean-Pierre Petit, je n'ai jamais entendu parler, je ne sais pas, il est chercheur en quoi, je ne sais pas. Alors, Jean-Pierre Petit, c'est un drame immense. Parce que lui, il a inventé le nouveau découvert plutôt, inventé aussi, la HD, je crois. Enfin, c'est une espèce de réacteur que tu peux te déplacer en hypersonique. Au-dessus de la vitesse du son. Largement, mais très rapidement. Si je ne sais plus, c'est 15 000 km/h, un truc comme ça. Et il y a aussi qu'il aurait pu aussi, l'armée aurait pu fabriquer des torpilles qui se déplacent à plus de 100 km/h dans l'eau, alors que c'est impossible. Mais il y a un système. Plus de 100 km/h dans l'eau pour une torpille, ça ne me choque pas. Voilà. Et donc il a découvert ça, mais seulement les autres scientifiques ils l'ont court-circuité. Et la France est passée à côté d'une invention qui aurait pu quelque part amener la paix dans le monde, parce que ce sont les Russes qui ont récupéré son invention. Et Poutine a fait voir à la télé qu'il avait donc les nouveaux missiles qui se baladent. Il peut aller à New York en 1 minute, un truc comme ça. Je sais pas si tu as entendu parler. Déjà, 15 000 km/h, je suis pas sûr que tu ailles à New York en 1 minute. Ça faudrait que je balance l'émission. Elle est longue, mais enfin, tu n'as pas le temps, mais fais-moi confiance. Et il y a certains de nos amis qui le savent de cette histoire-là. Et c'est un drame français, c'est horrible. À cause. Voilà. J'ai pas compris. C'est un gars qui est génial, il est très inventif, il est imaginaire, mais seulement, il est un peu comme moi, parce que lui, il a été témoin lui-même des ovnis. Il en a parlé. Il a vu ça, ok, il s'est dit, je vais faire un travail scientifique pour savoir comment il fonctionne. Et le moment qu'il a parlé d'ovnis avec ses collègues, et les collègues ont dit, il est fou, mettez-les-moi à la porte, c'est pas possible, parce que, voilà. Donc ils auraient pu plutôt contredire, comme tu dis. Ses collègues, ils travaillaient pour qui? Ils travaillaient pour le CNRS? Il y en avait du CNRS, excuse-moi, et puis d'autres. Mais l'histoire est longue. En recherche, ils sont boursiers la plupart du temps, où ils travaillent pour une industrie, donc pour le CNRS, etc. Donc ils font des recherches vis-à-vis d'une université, ou alors les entreprises vont lui donner des crédits pour faire ses propres recherches. Donc le fait d'être mis au placard, enfin, c'est pas, ça me semble bizarre. Enfin, après, c'est peut-être moi. Non, mais c'est moi qui comprends pas toute l'histoire. Hein, mais... Ouais, je t'ai brodé ça assez rapidement parce que pour connaître son histoire, il y a
il y a 4-5 émissions. Et ça date de C'est quand un parcours de vie, des émissions? Non, son histoire à lui. Attends, je ne me rappelle plus, je crois que ça a commencé dans les années 60. Je peux regarder vite fait? Ouais, je vais sur pause si tu veux. Ouais, vas-y. C'est pour ça que je connais pas du tout. Hein. Elle n'a pas pris de lunettes.